Clôture vendredi à Kinshasa de la conférence sur la croissance inclusive en RDC. Les questions liées à la lutte contre la pauvreté et le développement rural ont été abordées. Gel des avoirs de l'hôpital de Pandi par la DGI. Il n'y a ni harcèlement ni discrimination. Déclaration du porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Vous l'écouterez dans ce journal. Et plus loin de la RDC en France, on se prépare à la marche républicaine ce dimanche en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Plusieurs dirigeants européens, dont Angela Merkel et David Cameron, seront de la partie. François Hollande a promis lui aussi de battre le pavé. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la conférence sur la croissance économique inclusive en RDC s'est clôturée vendredi soir à Kinshasa. Ouverte jeudi par le Premier ministre Matata Ponyo et en l'absence de ce dernier, c'est le ministre des Finances Henri Yave qui a procédé à la clôture de ces assises de 2 jours au Grand Hôtel Kinshasa. Au total, 57 recommandations ont été formulées et un souhait s'est dégagé, celui de convoquer dans un avenir proche des nouvelles assises afin d'approfondir et d'appliquer les différentes mesures prises. C'est déjà la fin des travaux et l'heure est aux préparatifs des clôtures. Durant 2 jours, les différentes personnalités du monde scientifique venues des USA, de l'Europe, d'Afrique et de la RDC ont mis en contribution leur expertise scientifique. Le ministre des Finances entre dans la salle, très confiant. Devant des ministres, députés et sénateurs ainsi que les personnalités diplomatiques, Henri Yave a fait un bref rappel des objectifs des assises de Kinshasa. Je vous ai rappelé les attentes du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui s'articulaient autour de 4 points ci-après. Premièrement, proposer la meilleure façon de procéder à la transformation structurelle de l'économie congolaise et son industrialisation. Deuxièmement, comment tirer profit de son vaste potentiel pour accélérer son développement. Et troisièmement, comment booster le processus d'industrialisation et de diversification de l'économie en assurant une participation accrue du secteur privé dans la production industrielle. Et quatrièmement, quelle politique mener pour donner de nouveaux horizons à une population à majorité jeune, mais en plein chômage des masses et exclue du partage de la richesse nationale. 9 commissions ont discuté des enseignements à tirer des expériences réussies des autres nations sur la gouvernance et la croissance économique que la République démocratique du Congo veut répliquer. Au total, 57 recommandations sont formulées avec un souhait de vite organiser une autre conférence dans un avenir proche. L'exposé sur la rente minière et la croissance cloisonnée a débouché sur 6 recommandations. Premièrement, intensifier les investissements publics en agissant sur les capacités d'endettement et d'intervention du budget national pour garantir les retombées sociales positives. C'est en collaboration avec l'université Harvard des États-Unis que le gouvernement congolais a organisé ces forums, toujours dans la perspective de matérialiser la vision du chef de l'État, faire de la République démocratique du Congo un pays émergent d'ici 2030 et un pays à revenus élevés en 2050. Les travaux terminés, il ne reste plus que l'application des différentes recommandations formulées. On reste encore au Grand Hôtel Kinshasa pour prendre cette fois les réactions des différents intervenants à cette conférence axée sur la croissance économique inclusive en République démocratique du Congo. Suivez. Une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la croissance est intervenue dans le secteur à haute intensité capitalistique, c'est-à-dire des investissements qui exigent beaucoup d'investissements en capital et qui n'emploient pas nécessairement beaucoup de personnes. Donc c'est le phénomène qu'on a vu un peu en Afrique et un peu dans le cadre du Congo. C'est pourquoi les autorités ont indiqué clairement qu'une de leurs priorités, c'est d'avoir maintenant un schéma de croissance qui permet de créer des emplois de qualité. La RDC est aujourd'hui à un moment tout à fait important de son développement. Il y a une reprise qui est évidente. On parle de ces taux de croissance qui avoisinent maintenant les 10%. Mais cette croissance ne sera durable que si le territoire lui-même est partie prenante de ces transformations et en particulier si la priorité est accordée aux infrastructures.
Donc en ce qui concerne la rente minière, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que cette rente minière pouvait être beaucoup plus conséquente pour l'État. J'ai essayé de montrer combien que cette rente minière, la part qui revient à l'État, pourrait être au moins doublée. Pour cela, naturellement, dans les différentes administrations, mais aussi dans les entreprises, il faut qu'il y ait naturellement une gouvernance qui soit plus juste et plus stricte à la fois. Autre titre d'actualité, vous le savez certainement, la Direction générale d'impôts a confisqué au mois de décembre dernier 43 millions de francs congolais appartenant à l'hôpital de Pandi, renommé pour les soins aux femmes victimes de violences sexuelles. Le sujet a été abordé vendredi au cours de la conférence de presse qu'a tenue le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende a précisé qu'il n'y a ni harcèlement ni discrimination. La DGI a procédé légalement à un recouvrement forcé de l'impôt professionnel sur les rémunérations que les agents de cet hôpital doivent au trésor public. Suivez. En République démocratique du Congo, où est consacré le principe constitutionnel de tous devant les charges publiques, tous les revenus des personnes au titre de salaire sont assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR en sigle. Le contribuable de cet impôt professionnel sur le revenu est bien le salarié, et le salarié seul. Donc ce n'est pas à l'hôpital qu'on demande un impôt, ce n'est pas au docteur Denis Mukwege qu'on demande un impôt, c'est au personnel de l'hôpital qu'on demande de payer l'impôt. Mais même si ce personnel est contribuable, la loi congolaise prévoit que c'est l'employeur qui est redevable de cet impôt, car l'employeur est astreint par la loi à retenir le montant de cet impôt à la source. Nous qui travaillons pour l'État, le président de la République, le président de l'Assemblée, celui du Sénat, le Premier ministre, les députés, les sénateurs, le ministère du budget retient 30% de nos salaires chaque mois. Et ils font la sommation pour l'année au titre de l'impôt personnel sur le revenu. Donc nous sommes contribuables, mais c'est le ministre du budget qui est redevable. D'une part, nous avons vu que pareille allégation est fausse. L'hôpital Saint-Joseph, la clinique Bondeko payent l'impôt professionnel sur les revenus. Et ils ne sont pas moins des organisations aussi respectables qui rendent les mêmes services aux populations que l'hôpital général de référence de Panzi. D'autres structures ayant le même objet social s'acquittent donc rubis sur l'ongle de leurs obligations fiscales et n'ont fait l'objet d'aucune tracasserie. Et puis ce chiffre, 127 milliards de francs congolais, c'est la contribution de la province du Nord Kivu en termes de recettes dans le trésor public de la RDC au cours de l'année 2014. Une performance louée par le gouverneur Julien Paluku qui appelle tout de même à plus d'efforts pour la maximisation de recettes. L'autorité provinciale plaide aussi pour l'uniformisation par le gouvernement central de la taxation des impôts à travers toutes les provinces du pays. Martial Bendelo est notre correspondant au Nord Kivu. Un résultat positif, oui, mais qui ne constitue pas du tout une autosatisfaction totale pour le gouverneur de province. Julien Paluku en appelle à nouveau aux responsables des régies financières dans son entité à redoubler d'efforts pour obtenir plus de recettes en cette nouvelle année 2015. Car estime-t-il, la province, sortie d'une période de guerre, doit maintenant accompagner efficacement l'État congolais dans la reconstruction et le développement du pays. Pour l'autorité provinciale, maintenant que le Nord Kivu respire l'air de la paix, 2015 doit être une année au cours de laquelle les recettes publiques pourront atteindre le seuil de 200 milliards de francs congolais. Le conseil des ministres de ce vendredi a été élargi aux responsables des régies financières en province. Parmi eux, le directeur provincial de la DGRAD et son collègue de la BCC. Tous ont formulé une seule recommandation à l'endroit du gouvernement central: uniformiser les taxes à impôts à l'importation dans toutes les provinces à travers le pays afin de doter la RDC d'un budget annuel censé passer de 8 milliards à plus de 20 milliards de dollars américains et ainsi contribuer efficacement à l'œuvre de la reconstruction du pays telle que voulue par le chef de l'État, Joseph Kabila, initiateur de la révolution de la modernité.
Martial Bendelo, Télé 50. Nord Kivu toujours, Goma, à l'heure de la révolution de la modernité, plusieurs quartiers de cette ville sont maintenant éclairés. Plus d'1 million de dollars américains de la Banque mondiale ont été investis pour l'exécution de ces travaux supervisés par le Fonds social de la République. Cette réalisation entre dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC. Une fois de plus, Martial Bendelo. À Goma, capitale de la province du Nord Kivu, l'obscurité a laissé place à la lumière dans certains quartiers de la ville. C'est notamment Mazengo, Bongi, Kiesero et Ndosho qui sont désormais éclairés et forces du gouvernement provincial du Nord Kivu à travers le projet exécuté par le Fonds social de la République. Cela traduit la volonté et la détermination du chef de l'État, Joseph Kabila, dans le cadre de la révolution de la modernité, initiative qui se matérialise de plus en plus en province, a fait savoir le ministre provincial des hydrocarbures. Jean Rouyangué a dans son discours circonstanciel rappelé que la province du Nord Kivu n'est pas oubliée par l'initiateur de la révolution de la modernité. Outre les projets en cours à travers la province, les quartiers périphériques de la ville de Goma ont été dotés de 5 transformateurs de 630 kVA chacun pour la production de l'énergie électrique. Là, des moyens efficaces pour lutter contre l'insécurité dans le chef du Nord Kivu. Cette réalisation rentre dans le projet de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, CEP en sigle, travaux financés par la Banque mondiale à l'ordre d'1,080,946 dollars américains. L'électricité et l'eau étant des indices de base de développement, la ville de Goma expérimente déjà, même si beaucoup reste encore à faire dans ce secteur. Martial Bendelo, Télé 50. L'actualité, c'est aussi la démobilisation de 152 enfants qui ont servi au sein des forces ou groupes armés opérant en province orientale, au nord et au sud Kivu. Selon le communiqué du Comité international de la Croix-Rouge, ces enfants vont rejoindre leurs familles respectives après des mois, voire des années de séparation. Afin de procéder à la réinsertion sociale de ces enfants, les éducateurs cherchent à développer des réflexes visant à éviter un nouvel enrôlement. Plusieurs organisations non gouvernementales, membres de la société civile, s'engagent dans une action 2015 pour le changement de l'orientation de l'avenir des populations pauvres. En RDC, ces organisations vont s'affairer avec un plaidoyer auprès des autorités pour plus d'attention et d'action vers un réel développement durable. Mathieu Kamango. En 2015, la société civile de la RDC souhaite voir un changement dans l'orientation de l'avenir des Congolais et participer à l'action mondiale pour les décisions favorables aux populations les plus vulnérables dans notre planète. Et c'est dans cet objectif qu'une coalition des organisations de la société civile s'est réunie dans le cadre d'Action 2015. 2015 est le point de chute des objectifs du millénaire pour le développement. Et en RDC, les organisations de la société civile réunies autour de cette action ont décidé de mener des actions communes de plaidoyer pour le processus de développement post-2015. On va descendre dans les districts. Il y a des sites que nous avons identifiés et nous avons établi les points focaux des districts pour mobiliser le plus d'organisations possible. Et chaque fois, nous allons descendre dans les districts pour donner l'information, pour recueillir les desiderata et échanger les discussions, prendre les discussions, évaluer et voir dans quelle mesure nous allons enrichir notre argumentation pour aller discuter avec les politiques. Ces plaidoyers auprès des décideurs, tant au niveau national qu'international, a pour mission d'influencer les changements dans l'orientation de l'avenir des populations pauvres dans plus de 120 pays au monde. Rendons-nous en France où l'on se prépare à la marche républicaine ce dimanche en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Plusieurs dirigeants européens dont